Bonjour, bienvenue au cœur du Bourbonnais, à Souvigny, pour le deuxième volet de notre série consacrée à la sculpture en France à la fin du Moyen-Âge. Après le Forêt, nous suivons Daniele Rivoletti, maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, sur les terres des ducs de Bourbon, entre Moulins et Montluçon. Partons à la découverte d'œuvres majeures qui jalonnent ce territoire au souverain passé. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Après le Forêt, nous voici en Bourbonnais. Le Bourbonnais, c'est peut-être un mot qui échappe aujourd'hui à certains d'entre nous, mais il faut savoir que ça a été l'une des plus importantes principautés de la France entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. C'est effectivement pendant la seconde moitié du XIVe siècle que cette seigneurie est érigée en véritable État territorial par l'un des ducs de Bourbon, Louis II de Bourbon, qui fait de Moulins, la ville dans laquelle nous sommes aujourd'hui, sa véritable capitale. Et donc, à partir de cette seconde moitié du XIVe siècle jusqu'à la fin politique du Bourbonnais, jusqu'au tout début des années 1530, le Bourbonnais a été l'un des acteurs politiques les plus importants de l'échiquier de la France de l'époque. Mais en étant l'un des principaux acteurs politiques, le Bourbonnais a été également un centre de création artistique extrêmement important. Un centre de création artistique de grande envergure de cette France entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, à tel point que certains édifices et certaines œuvres phares du Bourbonnais ont été considérés comme les toutes premières attestations de la Renaissance en France. Nous sommes d'ailleurs face au pavillon Renaissance du musée Anne de Beaujeu, qui a été qualifié de la première véritable architecture de la Renaissance en France. Et bien, si vous voulez nous suivre aujourd'hui, nous allons faire un parcours de Moulins à Souvigny et d'autres lieux emblématiques de l'ancien Bourbonnais à la découverte des sculptures des XVe et XVIe siècles. Nous voici à l'intérieur du musée Anne de Beaujeu, plus précisément dans le pavillon Renaissance dont nous avons vu l'extérieur il y a un instant. Et nous sommes dans un musée qui est né au milieu du XIXe siècle sur l'impulsion d'une société savante, la Société d'émulation du Bourbonnais, société qui a véritablement lancé des travaux, des études vouées à une meilleure connaissance du territoire. Et c'est grâce à l'activité de cette société si aujourd'hui est abritée à l'intérieur du musée une collection assez conséquente de sculptures du XVe et du XVIe siècle. Finalement, le musée Anne de Beaujeu est un des musées des collectivités territoriales qui a l'une des collections les plus riches de sculptures de la France du XVe et du XVIe siècle, en dehors bien évidemment donc, des grands musées nationaux. Cette collection, qui certes porte les stigmates du passage du temps, d'une vie matérielle des œuvres assez tourmentée, les stigmates également de la Révolution, du vandalisme révolutionnaire, mais malgré tout, cette collection permet de nous apprendre beaucoup d'éléments sur la sculpture des XVe et du XVIe siècle. Il y a deux salles qui sont consacrées dans le parcours actuel du musée à la sculpture des XVe et XVIe siècles, et nous voici dans la première. C'est un espace qui est consacré en quelque sorte à l'activité des ducs et des duchesses de Bourbon dans le domaine de la création artistique et de la sculpture plus précisément.
Pourquoi cette place accordée, une place aussi importante accordée aux ducs et aux duchesses? Eh bien, c'est qu'il faut garder à l'esprit que Moulins et le Bourbonnais a été un centre politique extrêmement important au XVe et encore pendant le premier tiers du XVIe siècle, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Mais à côté de cette grande importance politique, Moulins n'était ni un centre religieux, ce n'était pas le cœur d'un diocèse. Donc, il n'y avait pas de cathédrale à Moulins au XVe et au XVIe siècle, et ce n'était pas non plus un centre marchand de première envergure comme d'autres villes, en revanche, en France à la même époque. Et donc, il faut dire qu'une très grande partie de la création sculpturale de cette époque émane soit directement de l'action des ducs et des duchesses, soit des officiers, à savoir donc de ceux qui travaillaient dans le milieu immédiat, donc des ducs et des duchesses. Et donc, il faut garder à l'esprit que les sculptures, tout comme les peintures ou encore l'architecture, a été mise au service donc, des ducs et des duchesses et a été en quelque sorte un instrument de légitimation politique, de construction également d'une certaine image politique particulière. On le voit très bien dans cette salle dans laquelle se trouvent entre autres des épaves de 3 édifices principaux qui ont été au cœur, je dirais, de la politique par les images des Bourbons. D'une part, l'ancienne collégiale, actuelle cathédrale depuis le XIXe siècle de Moulins. Ensuite, l'église priorale de Souvigny, où certains ducs et duchesses de Bourbon ont été inhumés. Et également la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Archambault, qui était en quelque sorte le cœur donc, de la politique, de l'imbrication entre politique et religion à l'époque des Bourbons. Allons maintenant regarder un peu plus dans le détail la manière de laquelle les Bourbons se sont servis de l'art et de la sculpture plus précisément, donc pour façonner une certaine image de leur pouvoir. Un élément qui frappe immédiatement en visitant cette salle, c'est la présence extrêmement importante, et en termes de quantité également de qualité, de l'emblématique et de l'héraldique liée aux Bourbons. Il faut tout d'abord garder à l'esprit que seulement une petite partie de tout ce qui concerne l'héraldique des Bourbons a été conservée pour des raisons politiques évidentes, étant donné que ces cibles, en quelque sorte, de la féodalité ont été attaquées d'emblée à la Révolution pour effacer donc à la mémoire du passé politique du Bourbonnais. Néanmoins, malgré une perte qui a été extrêmement conséquente, nous avons perdu la plus grande partie donc, de cette production, eh bien, il y a des épaves qui sont extrêmement intéressantes et qui sont arrivées jusqu'à nous et qui sont visibles dans cette salle. On doit s'imaginer un Bourbonnais, un duché, dans lequel les fleurs de lys barrées, donc les armoiries des ducs de Bourbon, étaient en quelque sorte omniprésentes et scandaient en quelque sorte les espaces. L'importance de cette manière de marquer le territoire, donc visuellement par le biais de la sculpture, entre autres, donc, de la part des ducs de Bourbon, a d'ailleurs fait l'objet d'une thèse qui est en cours d'achèvement par Antoine Robin à l'École pratique des hautes études et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'est dire l'importance, effectivement, donc, de ce domaine dont étaient chargés certains sculpteurs. Et alors, allons voir plus en détail qu'est-ce que tout cela veut dire et comment tout cela se traduit. Par exemple, nous avons ici des éléments, des fragments du décor intérieur de la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Archambault. La Sainte-Chapelle, c'est un édifice qui a été construit très probablement à partir du milieu des années 1470, sous l'impulsion du duc Jean II de Bourbon. Et c'était un lieu extrêmement important pour, je dirais, la sacralisation même
de la maison de Bourbon. Étant donné qu'elle avait été construite en prenant pour modèle la Sainte-Chapelle de Paris, et surtout qu'elle conservait deux reliques christiques très importantes, très prestigieuses, qui participaient de cette sacralisation de la maison de Bourbon, à savoir une épine de la couronne du Christ et un fragment également de la vraie croix. Dans ce lieu qui contenait des reliques aussi importantes, les Bourbons ont également mis en scène leur descendance et ont souligné le fait qu'ils descendaient de Saint-Louis lui-même, étant donné que l'un des fils de Saint-Louis, Robert de Clermont, avait épousé une Bourbon, et donc de cette manière, les Bourbons avaient été hissés au rang de prince de Fleur de Lys. Et donc, à l'intérieur de la Sainte-Chapelle elle-même se déroulait la généalogie des ducs de Bourbon, qui était visualisée en sculpture grâce à des armoiries liées qui mettaient en scène chacune un duc et une duchesse de Bourbon, à partir de Saint-Louis lui-même, donc du roi de France, et immédiatement au-dessous, des tables généalogiques rappelaient le nom du duc ou de la duchesse concernée et les titres qu'il portait. La qualité de certains décors sculptés laisse immédiatement traduire, je dirais, l'importance qui est accordée à ces symboles du pouvoir. C'est un investissement symbolique dans l'héraldique qui passe également par la sculpture est parfaitement remarquable dans ce tympan de porte. C'est un objet qui provient très probablement, même s'il n'y a pas de certitude, mais en tout cas, il y a de bonnes raisons de croire qu'ils proviennent de l'édifice dans lequel on se trouve aujourd'hui, à savoir donc du pavillon Renaissance du château des ducs de Bourbon. Sa forme indique clairement qu'il s'agit d'un dessus de porte, et son décor nous permet de comprendre pour qui il a été fait. Il comporte au milieu un écu mi-parti avec les armoiries de Bourbon et les armoiries de France. De part et d'autre, on voit deux chiffres, un P pour le duc Pierre II de Bourbon et un A pour la duchesse Anne de France. Et remarquez toujours pour insister sur la complexité visuelle de la mise en scène de la politique des Bourbons, la manière de laquelle un élément qui est issu directement de l'emblématique de Bourbon, à savoir la ceinture Espérance, c'est cette ceinture qui relie le chiffre qui passe derrière et accroche l'écu de Bourbon et se termine sur le A, comment donc cette ceinture Espérance lie ces trois éléments? Eh bien, étant donné que nous avons un écu mi-parti, il s'agit sans doute d'un dessus de porte qui était destiné à Anne de France, à la duchesse de Bourbon, fille de France, fille de Louis XI, une très très grande, je dirais un personnage politique de très grande envergure dans la France et dans l'Europe, je dirais même de la fin du XVe et des deux premières décennies du XVIe siècle, jusqu'à sa mort en 1522. C'est un personnage qui a fait un surinvestissement, je dirais, symbolique dans les arts, qui a commandé énormément d'œuvres, qui avait très probablement à son service un sculpteur installé à Moulins, sur lequel on reviendra, Jean de Chartres, sculpteur de très grande envergure. Eh bien, donc, c'est sans doute grâce, entre autres, à l'impulsion de Anne de France, si des objets comme celui-ci se sont multipliés donc, dans le duché de Bourbon entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Ce qui est également intéressant, c'est de voir comment des œuvres qui, pour nous aujourd'hui, dans notre canon, dans la hiérarchie à laquelle nous sommes habitués, qui prime tout d'abord
la statuaire, la sculpture qui représente la figure humaine en ronde de bosse, eh bien, des objets comme celui-ci peuvent nous paraître secondaires, en fait, presque marginaux dans la création artistique. Ce n'est pas du tout le cas, et la finesse, je dirais, de certains éléments du décor, et je dirais même le caractère novateur de certains éléments du langage stylistique et du langage formel, prouve que un objet comme celui-ci n'était pas du tout secondaire dans l'économie visuelle de l'époque. Regardons par exemple la forme de l'écu qui porte les armoiries d'Anne de France. C'est une forme qui est assez inédite dans la France de la toute fin du XVe siècle, époque à laquelle très probablement a été réalisé ce bas-relief, étant donné qu'il tourne en quelque sorte le dos à la forme habituelle des écus héraldiques pour adopter plutôt une typologie italienne. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les spécialistes d'héraldique appellent un écu en forme de chanfrein ou en tête de cheval pour la morphologie si particulière. Et bref, c'est quelque chose qui, sans doute, est issu de la circulation des modèles italiens. Et n'oublions pas qu'à la fin du XVe siècle, donc en pleine période de guerre d'Italie, de circulation entre la France et l'Italie, tout d'abord d'hommes, mais également de modèles artistiques, ces nouveautés venues d'Italie ont pu arriver jusqu'à Moulins. C'est pourquoi, effectivement, on a souligné à plusieurs reprises, et ça il faut toujours leur affirmer, que Moulins n'a pas été seulement l'un des très grands centres de production à la fin du Moyen-Âge, mais c'était l'un des centres dans lesquels les idées novatrices de la Renaissance, en partie celles venues d'Italie, ont circulé et elles ont été réélaborées dans un langage novateur. Et terminant ce point à propos de l'usage de la sculpture et de l'attention de la part des Bourbons portée aux éléments de l'héraldique et de l'emblématique, pour regarder un objet assez exceptionnel. Assez exceptionnel étant donné qu'il y a très peu de bas-reliefs en bois peint et doré comme celui-ci qui se soit conservé et soit arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un objet donc qui est extrêmement rare. Il a gardé, certes, quelque peu abîmé par le temps, sa polychromie d'origine, sa dorure donc d'origine. Malheureusement, on ne connaît pas sa fonction. On ne sait pas pour quel contexte précisément il a été réalisé. Néanmoins, on voit que c'est un objet qui est intégralement consacré, je dirais, à la construction de l'image politique des Bourbons par l'héraldique et par l'emblématique. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce panneau? Eh bien, au centre, on trouve les armoiries de Bourbon, ces 3 fleurs de lys barrées qui sont armoiries qui sont entourées par le collier de l'ordre de Saint-Michel et à quel duc de Bourbon plus précisément elles appartiennent. Eh bien là, ce sont les chiffres qui nous permettent de l'identifier avec une certitude absolue. On retrouve donc le même chiffre P et A pour Pierre II de Bourbon et Anne de France, que l'on vient de voir dans le bas-relief dans le dessus de porte qu'on a vu il y a un instant. Il s'agit donc au milieu des armoiries de Pierre II de Bourbon. On voit à côté les armoiries d'Anne de France. On retrouve la ceinture Espérance. Et vous aurez remarqué que cette fois-ci, ce qui lie les deux chiffres, ce n'est pas la ceinture, mais c'est un chardon qui est encore une fois un élément typique de l'emblématique des Bourbons. C'est un jeu de mots, chardon pour cher-don. Bref. Plus curieux de trouver ces armoiries en bas sur la droite du panneau qui posent beaucoup de questions. Il n'y a pas de certitude absolue aujourd'hui concernant l'identification de ces armoiries, mais dans le cadre du travail de thèse de doctorat consacré à l'héraldique et à l'emblématique de Bourbon, Antoine Robin a suggéré qu'il puisse s'agir, ça reste une hypothèse, mais une hypothèse extrêmement intéressante, des armoiries de Suzanne de Bourbon.
Ça, c'est très intéressant, dans la mesure où on touche là à un autre aspect qui sera central dans la politique par les images des Bourbons entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, à savoir le fait que Pierre II et Anne de France n'avaient qu'un seul héritier, et cet héritier, c'était une femme. Et donc, assurer la continuité politique de ces duchés, transmettre le duché, non pas un héritier masculin, mais un héritier féminin, à leur fille, à Suzanne de Bourbon, était devenu un véritable souci, un véritable problème. Donc, et c'est pourquoi Pierre II et Anne de France ont insisté à de multiples reprises donc, sur le fait que Suzanne était la vraie héritière légitime. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Suzanne apparaît sur l'œuvre la plus célèbre du duché de Bourbon, non pas une sculpture, mais une peinture, le retable de l'ancienne collégiale, l'actuelle cathédrale de Moulins, qui vient d'être restaurée, œuvre du plus grand peintre actif en France à la fin du XVe siècle, Jean Hay. Eh bien, dans le retable, de part et d'autre, en prière devant la Vierge, on voit Pierre II de Bourbon d'une part, Anne de France de l'autre, et Anne de France est accompagnée par Suzanne de Bourbon, qui porte une couronne en tant que véritable et légitime héritière du duché. En quelque sorte, un objet comme celui-ci traduit par d'autres formes, par d'autres moyens, certaines ambitions que le triptyque de la cathédrale exprime par le langage si savant de Jean Hay. Cette centralité de l'héraldique et de l'emblématique dans la sculpture qui émane directement des ducs et des duchesses de Bourbon revient également dans deux fragments qui nous permettent d'introduire un autre aspect central lié à la production sculpturale au XVe et au XVIe siècle en Bourbonnais, à savoir la circulation des matériaux. Ces deux fragments sont issus d'un monument extrêmement important, un tombeau, le tombeau du duc Louis II de Bourbon et de son épouse Anne, dauphine d'Auvergne, qui a été réalisé très probablement au tout début du XVe siècle, bien que sa datation soit problématique, c'est une œuvre qui n'est pas documentée. Un tombeau qui se trouve encore aujourd'hui dans la chapelle vieille de l'église priorale de Souvigny, que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Tombeau qui a été vandalisé à la Révolution donc, et dont les gisants étaient encadrés par des montants qui entouraient, qui étaient placés de part et d'autre des gisants et dont des épaves, des fragments se trouvent ici au musée. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement le fait que sur les côtés de ces montants se trouve une bande où sont alternées des fleurs de lys avec la ceinture Espérance, qui nous permettent de remarquer à nouveau la mise en avant de l'héraldique et de leur emblématique des Bourbons. Mais ce qui est très intéressant, c'est le matériau qui a été utilisé. Il s'agit d'un marbre, peut-être d'un marbre italien, qui pourrait être un marbre de Carrare, même si cela n'est pas encore certain. Eh bien, on revient en fait, tout cela nous permet de souligner le fait que la présence d'une cour à Moulins et en Bourbonnais a permis de faire arriver dans ce territoire des matériaux extrêmement précieux, donc venus parfois de loin, comme c'est le cas du marbre ici, pour des commandes qui, en quelque sorte, demandaient un investissement symbolique et économique extrêmement important, comme un tombeau. À côté, on trouve un autre fragment encore d'un tombeau différent, le tombeau du petit-fils de Louis II de Bourbon, à savoir Charles Ier de Bourbon, tombeau qui se trouve lui aussi dans l'église de Souvigny, dans la chapelle neuve de cette église, tombeau qui a été à son tour vandalisé à la Révolution, à la différence de l'œuvre que l'on vient de voir, des fragments que l'on vient de voir.
Ce tombeau est parfaitement documenté. Nous connaissons donc qu'il a été commandé en 1448. Nous savons également qu'il a été commandé à un sculpteur itinérant, le plus grand sculpteur qui avait également des compétences très poussées en architecture, plus grand sculpteur actif en France dans les années 1430, 1440, 1450, qui s'appelle Jacques Morel. Ce qui est intéressant, c'est le matériau qui a été employé cette fois-ci. Il ne s'agit pas de marbre, mais il s'agit d'albâtre, donc un matériau extrêmement cher, mais un matériau qui s'inscrit davantage, je dirais, dans une tradition française. On voit donc de quelle manière deux monuments qui sont directement liés à la commande ducale entraînent un voyage de matériaux, une circulation donc, de matériaux, une circulation également de sculpteurs. On ne sait pas qui est l'auteur du tombeau de Louis II de Bourbon. On connaît en revanche le nom Jacques Morel pour celui de Charles Ier. Et on voit que Jacques Morel, lorsqu'il signe le contrat pour ce monument, habitait à l'époque, en 1448, à Montpellier. Il était donc dans le sud de la France et il s'installe à Souvigny où on lui donne un logement et un atelier ducal pour l'exécution de ce tombeau exprès pour cette commande. On voit à quel point le Bourbonnais a été un centre de création artistique dans la mesure où il a permis de faire circuler des matériaux et des artistes et on connaît bien évidemment seulement une petite partie des sources qui permettent de documenter cette circulation. Mais on doit s'imaginer effectivement des flux assez conséquents. Ce fragment nous permet également d'introduire un aspect intéressant dans la recherche aujourd'hui concernant la sculpture. Le contrat de 1448 nous dit que Jacques Morel aurait dû utiliser pour ce tombeau des blocs d'albâtre issus de la carrière de Salins, qui était à l'époque la propriété des ducs de Bourgogne. Ce n'est sans doute pas un hasard si Charles Ier fait ce choix, dans la mesure où il est marié à Agnès de Bourgogne. Il y avait des liens politiques très forts entre la maison de Bourbon et la maison de Bourgogne à cette époque. Eh bien, pendant très longtemps, on a répété que le monument de Charles Ier et d'Agnès de Bourgogne a été réalisé en albâtre de Salins. Eh bien, récemment, dans le cadre d'un projet de recherche porté par le musée du Louvre et auquel a été associé le laboratoire de recherche des monuments historiques, un échantillon de l'albâtre de ce monument a été prélevé et analysé en laboratoire et il se trouve que ce n'est pas de l'albâtre de Salins, mais c'est une autre carrière qui a été exploitée. C'est la carrière de Notre-Dame de Mézage, qui se trouve dans l'ancien Dauphiné, donc dans le sud de la France, qui n'était pas la propriété des ducs de Bourgogne, mais qui retombait dans le domaine royal. C'est une donnée qui est très intéressante pour l'histoire de la sculpture, mais qui pose un problème face auquel nous n'avons pas encore la réponse, c'est-à-dire pourquoi avoir changé de carrière. Est-ce parce qu'on ne parvenait pas à extraire de blocs suffisamment grands pour tailler les gisants ou des blocs d'une qualité considérée comme suffisante pour un monument qui, je dirais, avait une grande importance du point de vue politique, ou est-ce pour une autre raison encore? C'est une question qui demeure ouverte, mais ces trois fragments de deux monuments funéraires soulignent l'importance de la circulation des matériaux précieux pour la sculpture au XVe siècle. Allons voir maintenant une autre œuvre qui nous permette donc, de continuer l'analyse autour des matériaux et de l'albâtre. Continuons de regarder les matériaux de la sculpture en bourbonnais au XVe et au XVIe siècle et de réfléchir au lien entre les matériaux et la circulation des artistes.
Voici une œuvre qui, au premier regard, peut paraître un peu intéressante. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui a vécu, qui a une vie matérielle sans doute assez tourmentée, probablement non pas à cause du vandalisme révolutionnaire. Certes, l'enfant a perdu sa tête, ses pieds, la mère a perdu plusieurs doigts de sa main droite. Néanmoins, ces altérations sont dues très probablement à une exposition de cette œuvre aux intempéries ou à une source d'eau. On le voit très bien à l'épiderme très usé de cette sculpture qui a été taillée dans un magnifique bloc d'albâtre, albâtre qui a été analysé dans le cadre du projet de recherche entre le Louvre et le laboratoire de recherche des monuments historiques, et c'est encore une fois un albâtre de Notre-Dame des Mésages. Mais regardons donc qu'est-ce qu'a fait ce contact de la sculpture avec une source d'humidité, éventuellement même de l'eau qui a coulé pendant un certain temps sur l'œuvre. On le voit sur le front qui a rongé littéralement la chevelure et une partie du crâne de la Vierge, ou encore effectivement la jambe et le corps du Christ qui ont été littéralement, donc je ne dis pas pulvérisés, mais en tout cas progressivement rongés par l'eau. Si on fait abstraction de tout cela et qu'on se concentre sur les qualités de cette œuvre, on comprendra qu'on est face à une œuvre d'une qualité absolument exceptionnelle. Tout d'abord par sa conception. C'est une Vierge qui a été réalisée très probablement dans les années 1510 ou à peine plus tard. C'est une œuvre qui a fait état véritablement de la compréhension, de l'assimilation et de la réélaboration d'un langage véritablement de la Renaissance. On le voit par le traitement du corps, une Vierge qui en quelque sorte invite le spectateur à l'appréhender sous différents points de vue. Une Vierge qui, dans le corps humain, notamment la jambe droite, transparaît en quelque sorte par-dessous les vêtements et dont, je dirais, la présence physique a été volontairement traduite par le sculpteur. Ça, c'est un point de rupture par rapport au langage précédent. Regardons également ce qui est remarquable, c'est la gestualité de cette Vierge. L'iconographie est celle de la mère qui nourrit son fils, une Vierge allaitant, et qui presse son sein pour donner le lait à l'enfant. Eh bien, en faisant ce geste, tout le vêtement donc, de Marie s'ouvre et on voit qu'il y a un mouvement donc, qui a été traduit par le sculpteur comme si le sculpteur était en train de cristalliser dans l'albâtre un instant de vie précis et comme si la sculpture était prête à bouger immédiatement après. On voit donc ces drapés qui flottent comme s'ils étaient agités par le vent et par le mouvement de la Vierge. Et on voit également que dans ce mouvement, certains détails apparaissent qui, malgré la perte d'une bonne partie des éléments de surface, sont encore visibles. Il y a alors des détails extraordinaires qui surgissent. Par exemple, sur la manche de Marie, il y a des éléments qui ont été brodés. On est face donc à un artiste, hélas anonyme, qui maîtrisait particulièrement bien son métier, qui faisait un usage savant du matériau, en l'occurrence de l'albâtre, un artiste dont aucune autre œuvre conservée au musée ou dans le territoire de l'Allier, donc de l'ancien Bourbonnais, peut être attribuée à ce même artiste. On peut se demander si ce n'est pas une œuvre qui a été réalisée dans un autre centre et qui a été emportée à Moulins par la suite, au moment de son exécution. Effectivement, certains traits du visage de la Vierge ont fait penser autrefois, et c'est une hypothèse qui est tout à fait séduisante, une œuvre produite à Tours, donc, chez les héritiers directs, les élèves et les assistants, on pourrait dire, d'un très grand sculpteur qui a été actif pendant la seconde moitié du XVe et le tout début du XVIe siècle, Michel Colombe. Une œuvre effectivement qui a fait penser au langage de ses élèves et de ses assistants. Une œuvre donc de très grande qualité, de très grande finesse, œuvre qui
provient apparemment, même si sa provenance n'est pas documentée avec précision, mais qui proviendrait de la cathédrale. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois la qualité de l'œuvre et très probablement l'exposition de l'ancienne collégiale, actuelle cathédrale, a fait qu'on connaît aujourd'hui une dérivation assez précise, assez fidèle de cette œuvre en pierre calcaire qui se trouve actuellement dans le trésor de la cathédrale de Clermont-Ferrand et qui provient de l'église de Moréjol dans le Puy-de-Dôme. Et on peut ajouter à tout cela une œuvre encore méconnue, une petite statuette en albâtre, de qualité certes assez modeste, qui se trouve dans les collections du musée Bonnefandt de Maastricht et qui n'a pas encore été reconnue pour ce qu'elle est, à savoir une dérivation de cette Vierge à l'enfant. On voit encore une fois à quel point l'appel, le recours à un matériau de très grande qualité appelle avec lui, pas nécessairement, mais c'est souvent le cas, donc, une circulation d'artistes ou une circulation d'œuvres. Mais l'albâtre n'était pas le seul matériau qui était utilisé en Bourbonnais au XVe et au XVIe siècle avec le marbre. En revanche, il faut souligner que c'était un matériau extrêmement cher et donc réservé à des commandes exceptionnelles que seulement des commanditaires particulièrement fortunés pouvaient se permettre. Le matériau par excellence de la sculpture en bourbonnais à cette époque, c'est en revanche la pierre, une pierre calcaire d'une qualité assez fine et extrêmement apte au travail de sculpture. C'est la pierre d'Apremont qui se trouve au nord, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Moulins, dans le département du Cher, et qui, de par sa proximité au fleuve et aux moyens de transport, donc par voie fluviale, pouvait circuler facilement jusqu'à Moulins. Un matériau aux qualités extrêmement apte au travail de sculpteur que l'on pouvait se procurer à proximité de Moulins, qui pouvait être transporté par transport fluvial et donc relativement économique, en tout cas moins cher par rapport au transport terrestre, eh bien, on peut remarquer sur cette autre œuvre ce que le calcaire d'Apremont permettait de faire aux sculpteurs. Nous sommes en présence d'une Vierge à l'enfant qui a été déposée par le Louvre au musée Anne de Beaujeu, mais dont la provenance de Moulins même est certaine. Elle comporte à l'arrière une inscription qui atteste qu'au XXe siècle, elle se trouvait dans l'un des hôpitaux de Moulins même. Son style est d'ailleurs tout à fait compatible avec celui d'autres œuvres qui se trouvent aujourd'hui dans l'Allier. On a dit pendant très longtemps qu'elle a été exécutée à la fin du XVe siècle, mais il s'agit peut-être d'une œuvre précédente, exécutée vers le milieu du XVe siècle ou peu après, par un artiste qui peut-être, il y a beaucoup d'incertitudes sur son identification, mais il s'agit peut-être d'un collaborateur de ce Jacques Morel qui avait été appelé en 1448 pour exécuter le tombeau de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne. C'est une Vierge à l'enfant, donc un sujet assez fréquent dans l'iconographie religieuse de cette époque. Ce qui est intéressant du point de vue de l'iconographie, c'est le fait que l'enfant saisisse dans ses mains des nèfles, donc des fruits, mais un fruit qui n'était pas courant dans l'iconographie de cette époque. Et remarquons à propos des possibilités du calcaire d'Apremont que cette pierre au grain assez compact, assez fin, permettait aux sculpteurs de différencier les surfaces, certes pas autant que le marbre de Carrare ou que l'albâtre permet de le faire. Néanmoins, notre sculpteur a joué d'une opposition assez savante, par exemple, entre la peau très lisse de la Vierge et en revanche le caractère un peu plus ébauché, donc un peu plus esquissé de la chevelure de la Vierge elle-même, ou encore le même jeu revient pour l'enfant. Cela permet de traduire un effet de volumétrie, de tridimensionnalité, même un peu de mouvement
par le biais de cette opposition savante sur la surface même, sur le rendu même du matériau. Également, c'est la pierre d'après-mont qui permettait donc un travail très en surface, donc un rendu à des effets d'épiderme, donc très en surface, qui a permis par exemple à notre sculpteur de rendre le caractère potelé des mains de la Vierge, ou encore de suggérer de manière très très fine les dents de l'enfant qui apparaissent en filigrane au-dessous de son sourire. Si l'on reste sur les matériaux, le musée Anne de Beaujeu conserve 3 œuvres extrêmement intéressantes pour poursuivre l'analyse des matériaux et de l'usage de certains matériaux dans le travail de sculpteur au XVe et au XVIe siècle. Ce sont ces 3 sculptures donc, qui, à nouveau, peuvent paraître pas très séduisantes à la manière de laquelle elles se présentent à nous aujourd'hui, étant donné qu'elles ont vécu, encore une fois, elles ont connu une vie matérielle assez tourmentée. C'est sans doute à la Révolution qu'elles ont perdu leur tête, leurs mains et une partie également de leurs attributs. Néanmoins, si l'on fait abstraction de tout cela et qu'on accorde toute l'attention qu'elle mérite à ces 3 œuvres, on comprendra effectivement qu'il s'agit de 3 créations extrêmement intéressantes. Ce sont 3 figures de saints, sans doute une Sainte Agnès reconnaissable aux pattes de son agneau qu'elle portait près d'elle, et 2 figures d'un évêque et d'un ecclésiastique, dont l'identité nous échappe encore aujourd'hui. 3 œuvres qui ont été retrouvées au XIXe siècle lors des travaux d'agrandissement de la cathédrale de Moulins, 2 œuvres donc qui ont sans doute été vandalisées à la Révolution française, qui ont été ensevelies sous le sol de l'ancienne collégiale et qui appartiennent donc à ce même décor. 2 œuvres donc qui étaient situées dans l'un des édifices les plus importants du duché, l'édifice qui a été en quelque sorte l'émanation même de la commande artistique des ducs et des duchesses de Bourbon et des officiers des Bourbons eux-mêmes. Nous ne savons pas pour qui cette œuvre a été réalisée, mais en tout cas, il s'agit sans doute d'un commanditaire de très haut rang. Ce n'est pas seulement leur lieu de provenance qui nous le dit, c'est également leur style, extrêmement raffiné non seulement par le rapport des figures à l'espace, il y a par exemple une manière très savante de creuser le volume, de suggérer des effets de plein et de vide, ou encore une manière de jouer avec les effets de surface, donc le rendu par exemple des tailles de ces figures qui sont brodées sur la chape de l'un des dessins, le rendu par exemple même des fils qui sont traduits de manière assez vertueuse. Cette grande finesse dans le travail des surfaces ou encore dans la conception des volumes a amené les historiens de l'art à attribuer ces 3 œuvres à un sculpteur précis, le plus grand sculpteur actif à Moulins au tout début du XVIe siècle, dont nous connaissons l'identité grâce à quelques rares documents, il n'y en a pas beaucoup, mais nous savons qu'au début du XVIe siècle a été installé à Moulins Jean de Chartres, qui a été un élève de Michel Colomb, ce très grand sculpteur actif à Tours à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Eh bien, Jean de Chartres, d'ailleurs, ses qualités étaient célébrées par Michel Colomb lui-même dans une lettre envoyée en 1511 à Marguerite d'Autriche. Dans cette lettre, Jean de Chartres est qualifié par Michel Colomb comme tailleur d'images de Madame de Bourbon, à savoir sculpteur de la duchesse Anne de France. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'il était bien résident à Moulins. Nous savons qu'Anne de France lui avait commandé un groupe de l'Annonciation, hélas aujourd'hui perdu, destiné au portail de l'église des Carmes de Moulins, et bien que ces 3 œuvres ne soient pas documentées par des sources écrites, il est possible néanmoins de les attribuer
à Jean de Chartres par comparaison à d'autres œuvres, donc du catalogue de ce même corpus, dont 3 figures de saints qui sont conservées aujourd'hui au musée du Louvre, 3 chefs-d'œuvre de la sculpture française de 1500 environ, et qui proviennent de la chapelle qui desservait autrefois le château ducal de Chantelle. Pour revenir aux matériaux et aux jeux savants entretenus par Jean de Chartres autour des matériaux, soulignons que ces 3 figures de saints ont été sculptées comme la Vierge à l'Enfant que l'on vient de voir dans des blocs de calcaire d'Apremont. C'est ce même calcaire qui a permis à Jean de Chartres de faire ce jeu des surfaces. Néanmoins, en regardant de près le seul fragment qui reste de l'une des mains de ces figures, ce détail ici, on se rend compte donc, que les têtes et les mains n'avaient pas été sculptées dans la pierre calcaire, dans le calcaire d'Apremont, mais qu'elles avaient été taillées dans des blocs d'albâtre, exécutés à part et scellés par la suite, donc dans les creux laissés par le sculpteur. D'ailleurs, lorsque l'on regarde les creux laissés par les vides laissés par les têtes vandalisées à la Révolution, on se rend compte qu'elles n'ont pas été coupées de manière nette par un coup violent, mais qu'elles ont été plutôt descellées, sans doute extraites, et jetées quelque part par la suite. Celui-ci est le seul fragment que l'on n'a sans doute pas réussi à extraire, et donc qui a été coupé de manière nette, et ça c'est une énorme chance, dans la mesure où ça nous permet de remarquer le fait que Jean de Chartres avait eu recours à 2 matériaux différents, donc un matériau plus modeste de par son prix pour le corps des figures, et un matériau en revanche beaucoup plus élevé quant à son prix pour les carnations, notamment pour les mains et les têtes. Ça c'est extrêmement intéressant dans la mesure où le mélange entre pierre calcaire et albâtre était courant dans le domaine funéraire. En revanche, il était beaucoup moins dans la sculpture destinée à d'autres contextes, comme c'est le cas ici, des figures de saints peut-être destinées à des autels ou à des niches de l'ancienne collégiale. Un rare exemple, une rare comparaison que l'on puisse faire pour ce recours à 2 matériaux différents, à la pierre et à l'albâtre, se trouve en Touraine, donc, dans l'église de Limeray. C'est une exceptionnelle figure de Sainte Marie-Madeleine qui a été rapprochée du milieu de Michel Colomb. On voit encore une fois de quelle manière les matériaux et la circulation des matériaux appellent avec elle une circulation d'artistes et de modèles entre centres différents au sein de la France. Terminons cette balade dans les salles de sculpture du musée Anne de Beaujeu par une œuvre assez iconique de ce musée. C'est cette tête qui a été retrouvée lors des travaux d'agrandissement de la cathédrale et qui proviendrait très probablement du décor de l'ancienne église collégiale de Moulins. Œuvre assez iconique dans la mesure où, au milieu du XXe siècle, elle a été attribuée par Pierre Pradel, ancien directeur du département de sculpture du musée du Louvre, à ce Jean de Chartres, à ce sculpteur, élève de Michel Colomb, qui a travaillé pour Anne de France et qui a été installé à Moulins même. Pourquoi cette œuvre est-elle aussi importante? Eh bien, c'est que Pierre Pradel lui-même soulignait le fait que, de par ses formes, notamment cette volumétrie du visage traitée en ovale, avec des formes assez plastiques, notamment ses yeux à fleur de peau, ce traitement de la chevelure donc assez plastique, tridimensionnel. Bref, la manière donc de accorder beaucoup de volume aux éléments les plus expressifs du visage peut être mis en relation avec
une figure d'un monument qui est issu de l'atelier de Michel Colomb, l'une des œuvres les plus célèbres de la sculpture réalisée en France au tout début du XVIe siècle, à savoir le tombeau des parents d'Anne de Bretagne, qui est conservé aujourd'hui dans l'église cathédrale de Nantes. Eh bien, le tombeau est encadré par 4 allégories, dont l'une, la prudence, rappelle de près ce visage, le seul fragment d'une figure d'un saint, très probablement provenant donc, de la collégiale de Moulins, et ce serait la preuve donc, de la circulation de Jean de Chartres entre Moulins et Tours, entre le cœur du Bourbonnais et l'atelier de son ancien maître Michel Colomb. On revient encore une fois au fait qu'il est important aujourd'hui d'appréhender la sculpture du XVe et du XVIe siècle sous l'angle des circulations, circulation des matériaux, comme on l'a vu, circulation également des sculpteurs. On revient également au fait que ce qui a activé en quelque sorte cette dynamique aussi particulière, aussi profonde de circulation, ce sont les commanditaires, dont les ducs et les duchesses de Bourbon. De Moulins, nous passons à Souvigny. Donc, de la capitale du Bourbonnais, nous allons vers une ville qui a failli être la capitale du duché de Bourbon, mais qui finalement ne l'est pas devenue. Mais malgré tout, Souvigny reste une ville centrale dans l'histoire politique et religieuse du Bourbonnais. Dans l'histoire religieuse, dans la mesure où l'église priorale de Souvigny, celle dans laquelle nous nous trouvons maintenant, a été un centre de pèlerinage extrêmement important pendant le Moyen-Âge et encore à l'époque moderne, du fait de la présence d'un tombeau extrêmement vénéré, à savoir le tombeau des saints abbés, des abbés à Mayol et à Odilon. Abbé de Cluny, étant donné qu'à Souvigny est à son tour une fille de Cluny. Du fait de la présence de ces reliques aussi importantes, lorsque les ducs de Bourbon, à partir de Louis II de Bourbon, ont choisi de se faire ensevelir au sein du duché de Bourbon, ont élu Souvigny comme espace de sépulture, comme ville de sépulture, de par la proximité des reliques de saints aussi vénérées. Regardons donc ce qui se passe à l'intérieur de l'église. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'église priorale de Souvigny, plus précisément dans un espace qui est appelé communément la chapelle vieille. Alors c'est quoi cette chapelle et pourquoi est-elle aussi importante et dans l'histoire du Bourbonnais, mais également dans l'histoire de la sculpture liée à la commande ducale? Eh bien, c'est une chapelle funéraire qui a été fondée par le duc Louis II de Bourbon et son épouse Anne dauphine d'Auvergne. Il faut savoir que Louis II de Bourbon est un personnage clé dans l'histoire du Bourbonnais. Louis II de Bourbon a été duc pendant une période très longue, de 1356 jusqu'à sa mort en 1410. C'est le contexte assez particulier de la guerre de Cent Ans, un contexte politique assez trouble, pendant lequel, d'une part, le Bourbonnais a été véritablement érigé en État territorial, comme un certain nombre d'historiens l'ont souligné, à partir d'André Leguet, qui a véritablement travaillé sur le rôle de Louis II de Bourbon, qui a créé en quelque sorte un certain nombre de dispositifs qui ont d'une part pourvu le Bourbonnais d'une véritable capitale, qui a été finalement fixée à Moulins, et également d'un certain nombre d'institutions comme la création d'une chambre des comptes également à Moulins, qui permettait donc de pourvoir en quelque sorte l'administration de ce duché. Et bien, à l'intérieur de ce dessin
de construction d'un État territorial, Louis II de Bourbon a fait également une opération extrêmement intéressante et qui aura des conséquences sur la longue durée pour le duché de Bourbon. C'est-à-dire qu'à la différence de ses prédécesseurs immédiats, des ducs qui l'ont précédé, il ne s'est pas fait ensevelir à Paris, mais en Bourbonnais même. Donc il est revenu à une sépulture au cœur même de son duché, ce qui est un geste politique particulièrement fort, comme encore une fois les historiens l'ont souligné. Pourquoi? Parce que laisser donc le corps au sein de son duché renforçait en quelque sorte le lien entre le seigneur et le territoire lui-même. Ça participait encore une fois de cette construction du Bourbonnais en véritable État territorial. En parallèle, au moment où Louis II de Bourbon renforce, je dirais, l'autonomie du Bourbonnais, il souligne également sa proximité avec la couronne. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas anodin, pour ainsi dire, encore une fois, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, à un moment où d'autres seigneurs, d'autres princes, en revanche, faisaient preuve d'une certaine autonomie, donc plus ou moins prononcée, vis-à-vis de la couronne elle-même. On peut dire que le choix de sépulture participe, encore une fois, de cette stratégie et traduit certaines volontés de Louis II de Bourbon. Pour cela, il faut regarder le monument de près et également reconstruire l'histoire de ce tombeau. C'est une histoire qui est particulièrement difficile à suivre aujourd'hui dans la mesure où une très grande partie des documents écrits qui ont accompagné la création et de la chapelle vieille et également du tombeau ont été détruits, donc, essentiellement à la Révolution française. Ce qui manque, ce qui ne nous permet pas de retracer l'histoire jour après jour de ce tombeau, ce sont les livres des comptes, la comptabilité ducale. Néanmoins, malgré l'absence d'une source aussi importante, certains travaux, notamment une thèse de l'École des Chartes menée par Marc-Édouard Gauthier, a permis de mettre un certain nombre de points fermes sur ce monument. Nous savons donc aujourd'hui que Louis II de Bourbon a choisi de s'occuper dès son vivant, et c'est quelque chose qui doit être souligné, de sa propre sépulture. Qu'il a choisi l'église de Souvigny, dans la mesure où cette église était un lieu extrêmement important dans l'histoire religieuse du Bourbonnais, où étaient ensevelis les corps de Saint Mayol et de Saint Odilon. On sait également qu'il aurait aimé être enseveli dans le cœur de l'Église elle-même, mais que cela finalement n'a pas eu lieu. Nous ne connaissons pas les raisons exactes pour lesquelles l'espace dans lequel nous trouvons aujourd'hui, la chapelle vieille, finalement a été choisi comme chapelle funéraire. Quoi qu'il en soit, c'est un espace qui, certes, moins privilégié par rapport à celui de chœur, restait quand même un espace extrêmement important dans la mesure où on est au-delà de la barrière qui séparait le clergé des laïcs. Nous sommes donc dans un espace auquel les autres laïcs n'avaient pas accès pour leur sépulture. C'est un choix qui souligne la place privilégiée du duc et qui renforce en quelque sorte sa place au sein de la hiérarchie de la société de l'époque. Et c'est là donc qu'a été aménagé au sein de l'église déjà existante, donc une véritable chapelle par l'adjonction d'une clôture que l'on voit encore aujourd'hui. Donc c'est dans cet espace assez réduit qu'a été aménagé ce tombeau. Il y a plusieurs points qui méritent d'être soulignés dans la mesure où ils soulèvent encore aujourd'hui un certain nombre de questions. Tout d'abord, comme on peut le voir en déambulant à l'intérieur de cette chapelle et autour notamment du tombeau, on voit que ce tombeau occupe une place assez importante dans la chapelle elle-même. Il est d'ailleurs assez peu aisé de faire le tour
autour du monument funéraire proprement dit, on voit qu'il remplit véritablement donc l'espace de la chapelle. Est-ce que tout cela est lié à l'histoire assez tourmentée, pour ainsi dire, du choix de sépulture, donc du passage du chœur, où Louis II aurait bien aimé se faire ensevelir à la chapelle vieille, ou est-ce que c'est lié également à un choix, un changement donc, de partie en cours de route? C'est-à-dire la question qui a souvent été posée, et qui est une vraie question, c'est de savoir si Louis II de Bourbon avait initialement prévu d'être enseveli tout seul, d'avoir un tombeau monumental pour lui seul, et que son épouse, Anne, dauphine d'Auvergne, soit en revanche ensevelie avec les autres duchesses de Bourbon dans le couvent, dans l'église plutôt, du couvent des Cordeliers de Champaigne, à quelques kilomètres de Souvigny lui-même. Et est-ce que, donc, après ce premier parti, il aurait été finalement choisi d'agrandir le tombeau, d'avoir un tombeau pour le couple lui-même, ce qui finalement donc, aurait demandé plus de places que celle qui était initialement prévue. Toujours est-il donc que ce tombeau, l'histoire de ce tombeau soulève, comme je le disais, encore de nombreuses questions. Et d'ailleurs, le fait que l'histoire n'ait pas été aussi linéaire a été ultérieurement souligné par des recherches récentes. Des recherches qui, cette fois-ci, ne se sont pas appuyées sur les sources d'archives, comme les travaux des historiens l'ont fait, mais de recherches qui ont visé la matière même du tombeau. En effet, dans le cadre d'un travail de recherche mené en partenariat par l'Université Clermont-Auvergne, par le musée de Souvigny, le musée du Louvre et le laboratoire de recherche des monuments historiques, une analyse des matériaux composant le tombeau a été menée par une géologue du laboratoire de recherche des monuments historiques, à savoir Lise Leroux. Ce travail a tout d'abord souligné que le tombeau, les deux gisants et d'autres éléments de ce tombeau ont été taillés dans des matériaux différents. Le gisant de Louis II de Bourbon a été taillé dans un bloc de marbre, très probablement un marbre italien, alors que le gisant de son épouse, d'Anne, dauphine d'Auvergne, a été taillé dans un bloc d'albâtre, un albâtre extrait des carrières de Notre-Dame de Mézage. De même, les deux dés qui surmontent les têtes du duc et de la duchesse sont taillés dans l'albâtre, alors que des montants verticaux qui, jusqu'à la Révolution, scandaient les corps du duc et de la duchesse, 3 montants qui ont disparu en 1793 et dont nous avons vu ce matin 2 fragments au musée Anne de Beaujeu, ces montants étaient sculptés dans le marbre. On a donc du marbre, de l'albâtre, ce qui est curieux comme un mélange. Est-ce dû à une difficulté en approvisionnement des matériaux premiers ou, encore une fois, un changement en cours de route? Ce qui également est curieux, c'est de remarquer qu'à côté de ces matériaux aussi nobles et venant de très très loin, le soubassement du tombeau lui-même est finalement réalisé dans un matériau assez modeste, à savoir plusieurs blocs de calcaire qui ont été peints en noir par la suite pour imiter ce qui est appelé le marbre noir de Tournai, donc un matériau bien plus noble. Et d'ailleurs, si on se rapproche du tombeau lui-même, on remarquera que des traces de cette peinture noire est encore aujourd'hui visible sur le tombeau. Et d'ailleurs, une ligne de démarcation assez nette sépare la partie peinte en noir de l'endroit où, en revanche, était disposé le montant qui a été détruit à la Révolution,
et qui bien évidemment a été épargné par cette peinture noire. Donc les analyses matérielles permettent aujourd'hui de rouvrir en quelque sorte le dossier de ce tombeau et de comprendre toutes les difficultés ou peut-être en tout cas les changements de partie dans la gestation de ce monument. Il y a un dernier point qui nécessite d'être souligné et qui est très important pour la compréhension du caractère politique de ce tombeau. C'est un élément sur lequel Marc-Édouard Gautier a insisté longuement dans ses travaux, à savoir la dérivation, la filiation de ce tombeau d'un modèle beaucoup plus important de par le statut des personnes auxquelles il était consacré, à savoir le tombeau du roi Charles V, du roi de France, et de son épouse Jeanne de Bourbon, donc d'un membre de la famille de Bourbon. C'est un tombeau qui se trouvait jusqu'à la Révolution dans la basilique Saint-Denis près de Paris et qui a été en partie détruit à la Révolution, même si plusieurs fragments donc, conséquents de ce monument survivent aujourd'hui. Surtout, on en connaît le parti grâce à des relevés qui ont été réalisés au tournant entre XVIIe et XVIIIe siècle pour François Rogier de Guenièvre et qui montrent encore une fois que sur le tombeau de Charles V et de Jeanne de Bourbon, les gisants du couple étaient scandés de part et d'autre par des montants qui étaient habités par des figures sculptées en relief, exactement comme ce sera le cas ici pour Louis II de Bourbon et Anne Dauphine d'Auvergne. En quelque sorte, donc, le duc de Bourbon avait décidé de reprendre le même parti que celui du roi de France. Et ce choix, bien évidemment, est porteur d'un sens, chargé d'un message politique assez particulier qui permettait de souligner la fidélité des ducs de Bourbon au roi de France, dans un contexte, comme je l'ai souligné, assez particulier, qui est celui de la guerre de 100 ans. En pendant de la chapelle vieille, de la chapelle funéraire de Louis II de Bourbon, voici la chapelle neuve. C'est un espace profondément différent et en même temps qui se pose dans la continuité de l'autre. C'est en effet une chapelle funéraire qui a été créée par le petit-fils de Louis II de Bourbon, le duc Charles Ier de Bourbon, et par son épouse Agnès de Bourgogne, qui, au milieu du XVe siècle, ont envisagé à leur tour de se faire ensevelir dans l'église priorale de Souvigny après quelques hésitations avec d'autres possibilités. Mais une fois donc, que leur choix avait été fait, donc, ils ont commandé un tombeau en 1448 dont on a vu un tout petit fragment qui provient du soubassement du tombeau. Ils ont commandé donc ce tombeau au sculpteur Jacques Morel et peut-être immédiatement après, donc leur choix sur l'espace de sépulture à l'intérieur de l'église s'est fixé donc pour la chapelle neuve. À la différence de la chapelle vieille, la chapelle neuve n'a pas été aménagée au sein de l'église préexistante, mais c'est une chapelle qui a été construite en se greffant sur l'un des côtés de l'église, donc un espace beaucoup plus grand par rapport à la chapelle vieille, dans lequel le tombeau trône au milieu. C'est un véritable écrin qui comportait un décor sculptural assez conséquent dont malheureusement il ne reste plus rien aujourd'hui, peut-être des fragments qui sont conservés au musée, mais ne serait-ce qu'en regardant les consoles de la chapelle, on peut remarquer toute la qualité donc, de cette sculpture, notamment les deux figures masculines qui, de part et d'autre, accompagnent le tombeau. Aujourd'hui, cette chapelle est en restauration et
cette restauration s'accompagne également de la restauration du tombeau proprement dit. C'est la raison pour laquelle, donc, en face de nous, nous n'avons pas les gisants qui ont été temporairement déplacés au musée et nous allons les voir maintenant. Nous arrivons à l'intérieur du musée, dans la pièce où temporairement, pendant la restauration de la chapelle neuve, ont été présentés les deux gisants de Charles Ier de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne. Certes, nous ne les voyons pas à l'intérieur de la chapelle, nous ne les voyons pas à la bonne hauteur, ils sont présentés légèrement plus bas. Néanmoins, ces conditions sont exceptionnelles pour pouvoir les étudier de près. Et alors, pourquoi ce tombeau est aussi exceptionnel et aussi important? Tout d'abord, ce qui est extraordinaire pour ce monument, je l'ai rappelé pendant la visite du musée Anne de Beaujeu, c'est le fait que nous ayons un contrat qui remonte à 1448, lorsque Charles Ier de Bourbon commande au sculpteur habitant à l'époque à Montpellier, Jacques Morel, l'exécution de ce tombeau que Morel était censé réaliser pendant 5 ans. En réalité, les travaux ont dû traîner pendant un certain temps. On a vu également que le contrat précise les matériaux, l'albâtre de Salins, notamment pour les deux gisants, mais on a vu également qu'en réalité, c'est un autre albâtre qui a été utilisé. Un autre aspect qui est très important, c'est que dans le tombeau, on précise que Jacques Morel devra suivre pour la hauteur du tombeau le tombeau de messieurs de Bourgogne, à savoir le modèle du tombeau de Philippe le Hardi, qui se trouvait autrefois à la chartreuse de Champmol, aux portes de Dijon, et dont les vestiges, en grande partie ce qui a survécu à la Révolution et qui a été restauré par la suite, est présenté aujourd'hui au sein du musée des Beaux-Arts de Dijon. Ce n'est pas seulement la hauteur du tombeau, mais je dirais que c'est le parti lui-même du tombeau qui a été repris, à savoir un monument funéraire qui repose donc, sur un socle assez élevé dans lequel a été aménagée une galerie où déambulent des pleurants, un cortège de pleurants qui, dans le contexte du contrat de 1448, donc, doit être supérieur à 40 pleurants. Une dalle funéraire en marbre noir sur laquelle sont disposés donc, les deux gisants de Charles Ier et d'Agnès de Bourgogne, et à l'imitation, encore une fois, du modèle bourguignon. Donc, il y a des animaux au pied des gisants, et les deux figures, le duc et la duchesse, avaient derrière leur tête donc, des figures d'anges qui portaient les armoiries ou qui couronnaient d'un le duc lui-même. C'est donc le rapport au modèle qui est important ici. Gardons à l'esprit le choix que le grand-père de Charles Ier de Bourbon avait fait. Louis II de Bourbon avait choisi de reprendre le parti du tombeau d'un roi de France, du roi Charles V et de son épouse Jeanne de Bourbon, pour son propre tombeau et pour celui de sa femme Anne Dauphine d'Auvergne. Le duc de Bourbon regardait au tournant entre 14e et 15e siècle en direction du roi de France.
Un demi-siècle plus tard, à la fin des années 1440, en réalité, la situation a changé profondément et le duc de Bourbon, Charles Ier, ne regarde plus vers les modèles royaux, mais plutôt donc, vers un autre modèle légitimement très prestigieux pour l'époque, à savoir en direction de la cour de Bourgogne, qui était effectivement, du point de vue culturel, l'un des véritables centres de production artistique de l'Europe entière. Et je dirais véritablement un centre d'élaboration donc, de modèles culturels à part entière. En dehors des aspects politiques, ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est la qualité de l'œuvre. Jacques Morel est un sculpteur et architecte également, qui est très bien documenté par un certain nombre de sources d'archives, mais celle-ci, c'est la seule œuvre de sculpture qui soit arrivée jusqu'à nous et qui soit sans doute, donc qui puisse être sans doute attribuée à Jacques Morel lui-même. C'est un sculpteur qui fait un usage très savant du matériau, dans la mesure où il joue d'une part avec une certaine abstraction des formes, et ça on le remarque particulièrement bien lorsque l'on se concentre par exemple sur les plis du drapé, donc, qui forme par exemple des angles géométriques assez régulières, comme s'il s'agissait presque de prismes, de volumes réguliers, donc une forme de minéralisation du réel. Et à côté de cette capacité d'abstraction, en revanche, il y a une capacité de description de la peau du monde, de la surface des choses, qui est assez extraordinaire. On le remarque notamment sur le surcot de la duchesse Agnès de Bourgogne, non seulement pour le rendu de la texture, notamment de cette fourrure, mais également par le rendu qui est un morceau de bravoure avec une grande virtuosité. Jacques Morel a sculpté également les épingles qui permettent de tenir le surcot aux vêtements de la duchesse. Cette même grande virtuosité technique, on la remarque également sur le diadème qui couronne Charles Ier, qui était en très grande partie vandalisé à la Révolution française, donc, mais dont certains détails ont été conservés. On voit que des éléments ont été sculptés à part dans l'albâtre et qu'ils ont été appliqués par la suite dans les creux que le sculpteur avait laissés auparavant. C'est donc un sculpteur qui est extrêmement prolifique, je dirais, dans ses inventions, avec un rapport aux matériaux qui expérimente véritablement donc, toutes les possibilités expressives que l'albâtre lui permettait de réaliser. De Souvigny, nous avons pris la route de Montluçon, qui est une autre ville extrêmement importante dans l'histoire du duché de Bourbon. Ville qui a été également lieu de résidence des ducs et des duchesses de Bourbon, ville qui conserve dans ses deux églises principales, à savoir Notre-Dame et Saint-Pierre, un ensemble extrêmement important de sculptures du XVe et du début du XVIe siècle. Ensemble que nous allons maintenant découvrir. Nous commençons la visite des sculptures dans les églises de Montluçon avec Notre-Dame. Et c'est à Notre-Dame, dans l'une des chapelles latérales, que nous trouvons une Vierge de Pitié, à savoir une Vierge assise sur les genoux de laquelle a été déposé le corps mort du Christ.
C'est une œuvre qui est rentrée assez rapidement dans l'étude de la sculpture du Bourbonnais du XVe siècle. Elle était assez débattue, c'est-à-dire qu'au départ, elle a été considérée comme une œuvre bourguignonne et comme un document de l'emprise de la Bourgogne sur le Bourbonnais au XVe siècle. En réalité, on a compris par la suite que la question était beaucoup plus complexe, étant donné que cette œuvre, effectivement, peut être considéré comme un document d'une circulation culturelle et artistique assez large. Il y a en effet quelques éléments qui ne nous mènent pas en direction de la Bourgogne, mais plutôt vers d'autres territoires. Regardons lesquels. Ce sont surtout des éléments iconographiques. Il est vrai, en effet, qu'un sujet comme celui-ci, la Vierge de Pitié, est extrêmement courant dans l'art en France, et notamment dans la sculpture, au XVe siècle. Néanmoins, il y a toute une série de variations iconographiques à l'intérieur de ce même sujet. Ce qui caractérise particulièrement cette œuvre, c'est notamment le fait que la Vierge ne tient pas avec ses bras le corps du Christ. En revanche, elle est en prière. C'est une Vierge orante, donc face au Christ. Ceci, le fait que le corps ne soit pas tenu par la Vierge elle-même, fait qu'il y ait une composition assez dramatique pensée par le sculpteur. Lorsque l'on regarde le groupe légèrement d'en bas, comme ça devait être très probablement le cas, même s'il n'y a aucune certitude là-dessus sur l'emplacement d'origine, mais ça devait être le cas au XVe siècle, qu'on les regardait avec un point d'observation donc légèrement plus bas par rapport à celui d'aujourd'hui. Eh bien, on devait avoir l'impression que le corps du Christ tombait, qu'il glissait légèrement donc en direction du spectateur, du fidèle. Et donc cette sensation de ne pas arriver à soutenir la chute du corps du Christ, ce qui, je dirais, dramatisait ultérieurement donc le drame de la Passion. Il y a également ce geste extrêmement dramatique donc, du bras droit du Christ qui tombe, en fait, un geste d'ailleurs repris de la sculpture funéraire romaine antique, donc, et associé très souvent à la mort. Un autre élément iconographique et technique qu'il faut retenir, c'est le traitement de la chevelure du Christ. C'est un traitement particulièrement résolu avec beaucoup de virtuosité d'un point de vue de la sculpture, étant donné que les cheveux du Christ ne sont pas collés au corps ou ils ne reposent pas sur le bloc de pierre sur lequel est assise la Vierge, mais ils chutent littéralement à la verticale, ce qui fait que le sculpteur a dû, avec un tour de force, creuser littéralement autour de la chevelure pour accentuer cet effet plastique, cet effet de volume. Eh bien, un certain nombre de ces traits, notamment l'iconographie de la Vierge orante et également la chevelure du Christ qui tombe à la verticale, se retrouvent dans d'autres régions que le Bourbonnais, mais pas en Bourgogne, comme je le disais, mais surtout dans le sud. On a un exemple issu d'Avignon, d'une église d'Avignon. Un autre exemple qui aujourd'hui n'est plus conservé en Avignon, mais qui depuis le 19e siècle est au Canada, dans la ville de Montréal, dans l'une des églises de Montréal. Et également d'autres exemples nous rapprochent en revanche d'Albi et du Tarn. C'est donc une œuvre qui cache derrière elle une circulation géographique de sculpteurs au XVe siècle. On l'a déjà vu, on a déjà abordé ce thème en visitant le musée de Beaujeu et en étudiant certaines de ses œuvres, notamment par rapport aux matériaux, et on avait remarqué de quelle manière la circulation des matériaux peut être un indice de la circulation des sculpteurs. Là, on voit à quel point l'iconographie également peut traduire une circulation, ou en tout cas peut être un indice d'une circulation assez large de sculpteurs au XVe siècle. On ignore
qui est l'auteur de ce groupe, d'une qualité assez élevée, donc et même d'une invention iconographique particulière, un ciseau particulièrement expérimenté pour cette capacité à rendre la chevelure qui tombe, donc qui chute dans l'espace, sans casser ces mèches assez abondantes. Mais comme je le disais, donc son identité est malheureusement inconnue. On a fait à un moment donné le nom de Jacques Morel, ce qui a été par la suite refusé par les historiens de l'art. C'est une question qui reste ouverte, quoi qu'il en soit. Il s'agit sans doute d'un sculpteur de très haut niveau, actif en bourbonnais, peut-être vers le milieu du XVe siècle ou légèrement plus tard. De l'église Notre-Dame, nous passons à l'église Saint-Pierre, toujours à Montluçon. Église qui conserve un noyau extrêmement intéressant de sculptures du XVe et du début du XVIe siècle. Des œuvres qui ont échappé au vandalisme révolutionnaire dans la mesure où, ça nous le savons grâce à des sources, ils ont été cachés au moment du vandalisme révolutionnaire, ce qui a permis, bien évidemment, de le préserver et donc de faire que Montluçon garde un noyau de sculptures à l'intérieur de l'Allier qui est extrêmement important par rapport à d'autres villes qui ont subi davantage l'iconoclasme de la Révolution. Commençons par l'œuvre, l'une des œuvres sans doute les plus intéressantes, à la fois pour leur qualité, pour les questions qu'elle soulève, et également pour leur histoire au XIXe et au XXe siècle. L'une des œuvres les plus intéressantes, donc, c'est cette Sainte Marie-Madeleine. Donc, pourquoi elle mérite autant d'attention? Tout d'abord parce que c'est une œuvre qui a suscité très tôt l'intérêt des collectionneurs à une époque où la sculpture française du XVe et du début du XVIe siècle n'était pas tellement collectionnée, ne suscitait pas autant d'attention. Nous savons en effet qu'elle a fait l'objet d'une tentative de vente pendant la première moitié du XIXe siècle à un collectionneur privé et que cette tentative a échoué grâce à la résistance justement des habitants de Montluçon. C'est un signe d'un intérêt tout d'abord pour cette œuvre, mais également une preuve, je dirais, de reconnaissance vis-à-vis d'une œuvre d'une qualité assez vertigineuse. C'est une œuvre également qui a attiré très tôt l'attention des historiens de l'art. Par exemple, Émile Malle, un très grand historien de l'art qui était originaire de la région, a cité la Sainte Marie-Madeleine de Montluçon en la rapprochant des formes du visage d'une jeune paysanne du centre de la France, en attribuant en quelque sorte un air quelque peu innocent à cette figure, en établissant également un lien entre la production artistique et le territoire lui-même. Une chose bien évidemment qui aujourd'hui peut nous faire sourire, mais qui est intéressante pour l'histoire de la réception de ces œuvres. Sculpture qui a été classée assez tôt, c'était classé assez tôt un monument historique, donc, et qui est rentré, comme je le disais, assez rapidement dans le canon, dans la hiérarchie, pour ainsi dire, des sculptures du XVe et du XVIe siècle liées aux Bourbonnais. Pourquoi autant d'attention pour cette œuvre ? Eh bien, c'est que c'est une œuvre extrêmement intéressante et du point de vue de son invention et également du traitement de la sculpture. Son invention, tout d'abord. Cette Sainte Marie-Madeleine porte un habit assez somptueux et pourtant donc, assez discret dans certains détails. Elle est vêtue donc, avec une robe sur laquelle donc, a été accrochée par le biais donc, de cette bande orfévrée un tissu beaucoup plus léger,
On voit également que sa robe comporte des manches fourrées, et qu'elle porte également un manteau qu'elle soulève légèrement avec sa avec sa main droite. Ce qui est extrêmement intéressant, je disais, c'est surtout le traitement de la technique de la sculpture. Il y a en effet des effets, une différenciation des effets de surface qui, pour atteindre laquelle notre sculpteur a joué avec les possibilités qui lui étaient offertes par le matériau. En l'occurrence, il s'agit d'un bloc de calcaire d'Apremont, donc comme on l'a vu pour le musée à Port-des-Œuvres, au musée Anne-de-Beaujeu, un matériau qui était extrêmement courant dans la sculpture au XVe et au XVIe siècle en Bourbonnais. Et ici, donc, notre sculpteur a joué avec toutes les possibilités qui lui étaient offertes par cette pierre calcaire au grain aussi compact. Donc, on pourra distinguer le tissu assez lourd du manteau, qui chute d'une manière particulière au pied de la Vierge, alors que le tissu beaucoup plus léger, qui est accroché à la bande d'orfèvrerie, forme des plis beaucoup plus nombreux et différents dans leur texture, dans leur effet de surface. On le voit notamment là où ce tissu est accroché à la bande orfèvrée et là où il arrive au sol en tombant au pied de la Sainte. Et il faut s'imaginer également que aujourd'hui nous regardons, nous admirons ces œuvres avec un éclairage fixe électrique, mais que lorsque, à la fin du XVe siècle, elles étaient éclairées par la lumière de bougies, ces effets de différenciation de la surface devaient vibrer constamment grâce à la lumière tremblante de la bougie. Et donc que ces détails qui n'apparaissent aujourd'hui qu'à une vision assez rapprochée, en revanche, à la fin du XVe siècle, devaient être visibles même de loin, ou en tout cas, donc, non pas à une vision aussi proche comme celle à laquelle nous sommes obligés aujourd'hui. Ce qui est également extrêmement intéressant, c'est le traitement du vase de parfum, donc l'un des attributs caractéristiques de Sainte Marie-Madeleine. D'une part, par l'effet de régularisation parfaite des volumes du vase proprement dit, qui est comme une sorte de cylindre extrêmement régulier. On doit certes s'imaginer que la surface finalement assez plate, aujourd'hui assez vide, devait être agrémentée à la fin du XVe siècle par des effets de polychromie qui ont hélas disparu par la suite. Néanmoins, il est saisissant de remarquer le contraste entre ces volumes très très fins, très épurés, et en revanche le traitement très très fin du tissu avec lequel le vase a été bouché, et par le fait que le sculpteur soit allé jusqu'à rendre par un jeu, un tour de force assez vertigineux, le tissu, la cordelette qui permet de serrer le tissu et de fermer le vase de parfum. Ce même traitement, cette sorte d'abstraction géométrique des volumes, on la retrouve également dans le visage de Sainte Marie-Madeleine, qui est un ovale, donc, assez fin, sans un surcil, donc, qui ne trahit presque pas d'expression, d'émotion. Ce n'est pas un traitement dramatique donc, de la figure elle-même. C'est une œuvre qui pose beaucoup de questions, qui a soulevé beaucoup de questions quant à sa réalisation. Étant donné qu'on a compris immédiatement qu'il s'agissait du produit d'un sculpteur de très très haut niveau, on s'est demandé parfois s'il s'agissait d'un sculpteur actif en Bourbonnais ou plutôt en direction de la région de Tours, d'autant que effectivement il y a ce même détail iconographique du vase de parfum traité en cylindre et fermé par un tissu tenu par une cordelette. On la retrouve dans la Sainte Marie-Madeleine de Liméray, dans la région de Tours, que nous avons déjà citée auparavant. Donc il y a une preuve d'une connaissance, d'une circulation du moins de modèles entre le Bourbonnais et la Touraine à la fin du XVe siècle. Il est difficile donc de savoir
avec précision qui a réalisé aujourd'hui cette œuvre. Toujours est-il, c'est que c'était un sculpteur, sans doute, au courant des principaux modèles réalisés en Touraine, l'un des grands centres de réalisation de création artistique à la fin du XVe siècle. C'est donc une œuvre extrêmement importante pour plusieurs points de vue. Et sa réception au XIXe et au XXe siècle, et son traitement technique, et enfin pour les questions d'attribution et de circulation des modèles qu'elle soulève. Pour la Sainte Marie-Madeleine, on a donc parfois pu parler d'un auteur actif plus dans le contexte tourangeau que bourbonnais. Néanmoins, il y a des œuvres en rapport avec cette même œuvre qui sont conservées aujourd'hui dans l'Allier. Une tête au musée de Beaujeu, très probablement en rapport avec la Sainte Marie-Madeleine de Montluçon, également la Sainte Barbe de l'église de Jaligny, et toujours dans l'église Saint-Pierre de Montluçon, à côté de la Sainte Marie-Madeleine, un groupe extrêmement intéressant, moins connu par rapport à la Sainte Marie-Madeleine, qui représente une Vierge de Pitié. C'est un groupe qui mérite notre attention pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour l'iconographie, une iconographie très différente par rapport au groupe analogue au même sujet que nous venons de voir dans l'église à Saint-Pierre, dans la mesure où ici, Marie porte toujours sur ses genoux le corps mort du Christ. Néanmoins, non seulement on ne retrouve plus cette chevelure tombante à pic à la verticale, comme on vient de le voir à l'église Notre-Dame, et surtout, l'autre point important sur l'iconographie, c'est le fait que la Vierge ne soit plus en prière devant le corps du Christ. Au contraire, elle porte sa main droite à la poitrine, en signe, je dirais, de douleur et de détresse, mais c'est une douleur intériorisée, contenue, beaucoup moins dramatisée par rapport au groupe précédent. C'est, je dirais, une vision beaucoup plus intime de la douleur, et donc beaucoup plus puissante, en quelque sorte, par rapport au groupe précédent. De même, ce qui est extrêmement intéressant et qui est un signe de la qualité de cette œuvre, c'est le geste de la main gauche qui soulève le bras mort du Christ, qui le présente à l'observation du spectateur, ce qui rend particulièrement appréciable la blessure formée par le clou au centre de la main du Christ, et également extrêmement remarquable, ce sont les veines qui ont été sculptées à peine en surface par notre sculpteur et qui apparaissent d'emblée à un regard rapproché. On doit s'imaginer encore une fois que cette œuvre, que ces veines devaient transparaître encore plus à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, date probable d'exécution de ce groupe, grâce à la polychromie que nous avons perdue aujourd'hui. Pourquoi on peut rapprocher cette Vierge de Pitié à la Sainte Marie-Madeleine? Eh bien, c'est qu'on retrouve encore une fois ici certains effets que l'on a déjà remarqués dans la Madeleine, notamment une capacité à différencier les surfaces. On vient de le voir avec les veines en relief sur le bras du Christ, et on le retrouve également sur le traitement différent du périsonium du Christ, dont la texture est beaucoup plus froissée, elle comporte beaucoup plus de plis, donc, par rapport à la robe de la Vierge qui a été réalisée dans un autre tissu. Nous terminons avec ces deux œuvres, avec ce grand sculpteur anonyme, l'un des plus grands sculpteurs actifs en Bourbonnais au tournant entre 15e et 16e siècle. Nous terminons là notre périple qui, de Moulins, nous a amené jusqu'à Souvigny et enfin à Montluçon. Mais bien évidemment, le discours serait encore long et nous vous invitons à continuer la découverte de la sculpture des 15e et 16e siècles dans les églises de l'Allier qui sont particulièrement riches d'œuvres dans ce domaine. Et si vous souhaitez continuer de me suivre, nous vous donnons rendez-vous au 3e épisode sur la sculpture entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, toujours sur Coupe-Fil.